Rupture dans la neige. Et ce fut la neige encore, la neige grise et inhospitalière de janvier, que glace une bise aigre. J'étais chez Flore à Val d'Isère. L'appartement, dans une pauvre clarté, ouvrait sur la brume. Assis sur un canapé, nous écoutions la musique de la comédie musicale d'Evita. Cette mélopée, les vagues de tristesse qu'elle ramenait vers nous, s'accordaient à notre situation morale. Ou alors était-ce une de ces correspondances qui relient entre eux, par des fils invisibles, les lieux et les sentiments? Cette immense toile entre l'univers et nous, je ne tente pas de l'élucider, mais seulement de prêter l'oreille à ses messages. Comme j'aurais aimé psychanalyser cette neige funeste de Val d'Isère, comme Bachelard a tenté de percer l'énigme de l'eau et du feu. Malcolm de Chazal, dont je devais retrouver le souvenir à l'île Maurice, où il a vécu cette vie odorante et animée de poète païen, désigne dans le corps des correspondances parfumées. Toutes les épices entrent dans l'odeur du corps humain. Ainsi, les cheveux ont du girofle en pléthore, aux aisselles le gingembre abonde, la laine a de la menthe en abondance, le cou sent la cannelle à plein nez et le poivre grouille aux régions intimes. Pourquoi ces correspondances ne se retrouveraient-elles pas entre nos sentiments et les phénomènes météorologiques? La pluie, le soleil, la brume ont peut-être plus d'influence sur notre comportement amoureux que nous ne l'imaginons. Quel sens avait cette neige? Il me semble que la nature a toujours émis des messages. Le soleil, la lune, les étoiles ne cessent d'agir sur nous. Et le vent, ce vent qui soulève le sable du désert, des oasis du Hogar, et les dépose sur les arbousiers du maquis corse, n'a-t-il pas assaisonné les tomates que Bonaparte mangeait, mêlées aux oignons qu'il affectionnait? De là, de ce sable parfumé qui crisse sous la dent, lui est peut-être venu son désir d'Égypte et d'Orient? N'a-t-il pas été pollinisé lui aussi comme une vulgaire pâquerette? L'invisible, ces sarabandes, ces fêtes, ces débauches, ces orgies, ces rumeurs profondes, ces tragédies, la fabuleuse orchestration qui s'y déroule sans qu'on y prête attention, quelle conscience nous reste-t-il de l'immensité de tout cela? Un instrument d'observation inapproprié, un organe atrophié fossile d'une fonction perdue? L'amour. Lui seul nous fait pressentir l'invisible. Et la poésie. Mais c'est encore l'amour qui la suscite. L'éclair module son chant et fait frémir ses incantations lumineusement obscures. Chaque étape initiatique de notre existence, par des liens secrets, est en relation avec un amour qui épanouit ses virtualités. Parfois, quand l'inanité d'écrire sur ma vie me ravage, je ne reprends confiance qu'en m'agrippant à la certitude que ce que je cherche ne réside en moi que par réfraction. Et la seule chose qui m'importe est ce qui jette mon destin dans de vastes espaces bien au-delà de moi-même. 3 années avaient passé depuis ce réveillon où j'avais croisé Flore. Cette rencontre m'avait placée dans une position qui avait le caractère d'une parenthèse. Elle appartenait à un monde irréel, puisqu'aucun des maux de ce monde ne l'atteignait, sauf la maladie et la mort. Un univers trop parfait n'est pas fait pour l'homme qui veut toujours se prouver quelque chose en modifiant le cadre de son existence. Surtout un homme qui, chaque jour, doit rendre des comptes à son angoisse. Le temps passait avec une lenteur inexorable. Il semblait enfermer Flore et sa famille, si sages, dans une perpétuité du bonheur. Celui-ci paraissait, grâce à je ne sais quelle prérogative, épargner les visages du vieillissement et les cœurs de la lassitude. Rien ne changeait. Les comportements, les émotions, les conversations semblaient avoir été gravés à jamais. D'où venait mon insatisfaction, sinon de mon inaptitude au bonheur? Il me fallait des drames, des souffrances, un théâtre d'émotions, des trahisons, qui ne pouvaient nullement se développer sur ce terreau-là. Flore, insatisfaite comme on l'est lorsqu'on choisit le chemin de la perfection, avait trouvé en moi un dérivatif à sa passion d'aider les autres. J'étais son cas social et spirituel qu'elle imaginait pouvoir, sans se dissimuler les difficultés, ramener dans le droit chemin, celui du bonheur normal, à côté duquel je zigzaguais bizarrement. Il y a des êtres qui trouvent dans le dévouement, sa forme amoureuse en l'occurrence, une foi dans la vie, un élargissement de ses limites, car l'amour est sans fin. Mais l'acceptation stoïque par Flore des souffrances que je lui infligeais me contraignait à les augmenter pour qu'enfin je prisse conscience des bornes que je ne pouvais franchir. Sa faiblesse
qui était une des formes de sa bonté, l'obligeait, en dépit de ses résolutions, à toujours remettre les sanctions à plus tard. Elle me trouvait des excuses. Et ne finissait-elle pas par aimer ses souffrances, comme j'avais aimé les miennes autrefois, car elle lui apportait ces sentiments exacerbés, ces à-coups d'adrénaline, qui font du cœur un puissant et irremplaçable metteur en scène d'émotions. Aimer, c'est souffrir, mais aussi c'est vivre. Et Fleur vivait avec ces fauves dont elle n'avait jamais connu les morsures, la jalousie, l'angoisse, l'attente, l'espérance. Mon passé m'obligeait à lui faire subir ce que j'avais subi, mais plus je la voyais me ressembler dans la souffrance, plus j'avais envie de la fuir comme le pire souvenir de moi-même. Maintenant, devant la neige grise de Val d'Isère, l'heure de l'exécution avait sonné. J'étais condamnée. Ne l'avais-je pas cherché? Peut-être aurais-je pu lui arracher un sursis? J'aurais pu lui jurer que j'allais m'amender. J'avais encore la ressource de lui mentir. Ce mensonge, sans doute, l'attendait-elle pour pouvoir me pardonner une nouvelle fois? J'avais été trop loin dans la trahison. Non de son point de vue, mais du mien. À son contact, devenu un peu protestant, je ne voulais plus mentir, je voulais payer mes fautes. Devant moi, il y avait ce gouffre où j'allais plonger. La vie sans la protection de son amour, sans ce matelas de confort où je pouvais reposer mon angoisse. Savais-je alors combien j'allais souffrir? Non. Trop de tentations et d'illusions me le dissimulaient. Pourtant, lorsque je refermai la porte de l'appartement, je demeurai un instant immobile sur le palier, hésitant à revenir. Cette porte qui se fermait me condamnait à errer. L'air d'Evita, assourdi, me retenait encore. J'avais du mal à rompre avec cette musique qui se confondait avec la mélodie triste de mon cœur déchiré. Puis, le démon de l'aventure, qui est aussi celui de l'erreur, me jeta dans un taxi, puis dans le train, puis dans une autre vie.